Salut, c'est Tonton Hunter avec la bonne crève de fin d'année et de Noël qui ont été des jours un peu compliqués à passer, comme vous pouvez vous en douter. Je suis content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, vous avez vu le titre un peu putaclic, et ben je vais vous raconter une belle petite histoire. Ça va être un petit peu genre Père Castor, raconte-nous un petit peu ton histoire. Je vais vous raconter tout mon cheminement vers la déclaration que je viens de faire sur le titre de cette vidéo. Pourquoi, eh oui, je pense que j'ai trouvé l'ampli à gain ultime. Et ouais, je suis allé fouiller dans les archives pour vous retrouver un petit peu le cheminement que j'ai pu faire à travers toutes ces années, parce que bon bah mine de rien, maintenant j'ai 35 ans, ça doit faire à peu près 20 ans que je suis dans le matos et que j'ai cette collectionnite aiguë que vous partagez probablement avec moi, aux grandes dames de de nos conjoints et nos conjointes et autres. Je me suis dit que ce serait marrant un petit peu de voir pourquoi je pouvais arriver aujourd'hui et dire ça y est, j'ai enfin trouvé, je pense que ma quête de son de ce côté-là, ça y est, j'arrive au bout. C'est le Graal, comme on dit. C'était un miracle, Salomon, un vrai miracle. Je me suis dit, ouais, ce serait drôle de revenir un petit peu avant, et puis je me suis dit, en plus, ça donnerait un petit peu plus de légitimité à mon avis, tu vois. Donc, je suis vraiment retourné au commencement. Donc, je devais avoir, quand j'ai dit 20 ans, un petit peu plus, peut-être, enfin, un peu moins, plutôt, probablement 17-18 ans, quelque chose comme ça. Parce que j'ai eu mon premier appartement à 17 ans. C'est à peu près au moment où j'avais déjà un ampli, mais un combo qui était livré avec la guitare, la fausse Telecaster que j'avais, etc. Un jour, je vous en parlerai de cette guitare parce qu'elle est quand même assez fun. Donc, je considère pas ça vraiment comme un ampli, même si bon, c'était un combo transistor un peu bidon, voilà, d'une sous-marque qui faisait croire que c'était du Mezzo Boogie, mais pas du tout. Enfin bref, on a tous côtoyé ce genre de produit un peu étrange. On va passer, donc j'avais 17 ans, mon premier appart, et j'ai eu le choix, je crois que c'était pour Noël ou pour mon anniversaire, quelque chose comme ça. Je voulais absolument passer à un ampli, déjà plus typé rock, parce que je jouais déjà du Slayer, etc. Donc il me fallait un truc un petit peu, qui voulait bien grogner un petit peu. Et je suis allé tout de suite, vous allez voir qu'en fait mon côté des petites pépites, des trucs exotiques, et ben ça remonte à quasiment 20 ans. Parce que le premier ampli que j'ai eu, c'est un ampli de la marque Sun. Donc Sun O, comme le groupe, avec les gens en capuche et qui font du drone pendant 20 minutes. Ce qui me doit aussi d'être sourd après les avoir vus 4 ou 5 fois en concert à des époques où les décibels, les limitations n'étaient pas toujours très bien respectées, surtout en Belgique. Donc Sun, c'était une marque qui utilisait notamment les Woo. De toute façon, je vais vous faire des petits inserts des amplis que j'ai pu avoir aussi. Donc là, c'était un petit combo SL160, si ma mémoire est bonne. Déjà, le truc, il devait peser 40 kg. C'était vraiment les transistors à l'ancienne. Je crois qu'il était des années transition entre 70 et 80. Je crois que l'ampli a arrêté d'être produit en 84, donc ça devait être un 81, probablement, de mémoire. Bon, il y avait des boutons, on les tournait, on savait pas vraiment ce que ça faisait. C'était aussi l'époque bénie où, vu qu'on était mineur et qu'il n'y avait pas encore vraiment l'expansion internet, enfin, ça commençait tout juste, et en plus, moi, je l'ai pas eu, je l'ai eu vraiment sur le tard, donc j'avais pas toutes les infos. Mais en gros, quand je recevais les catalogues, etc., ou les magazines de rock que j'achetais, qui avaient des pages sur le matos, l'idée, dans nos têtes, c'était plus il y avait de watts, mieux c'était, quoi. Donc j'ai un de mes potes, le Duc, qui se reconnaîtra, mais surtout que je viens de le nommer, donc c'est un peu con de dire ça comme ça, qui avait chopé un Randall à l'époque, et c'était un 120 watts. Pour nous, c'était le summum, parce qu'ils étaient plus de 100 watts, c'était forcément incroyable, quoi. Non. Et l'histoire nous a appris que pas du tout, mais c'est un autre problème. Et donc on était passionnés et tout, déjà de matos, on bavait sur plein de choses, donc comme je vous dis, surtout quand il y avait plein de watts et tout ça nous paraissait ouf. Et alors évidemment notre rêve à tous les petits icos, le petit groupe dans lequel j'étais, c'était d'avoir un ampli à lampe. Ça c'était vraiment le summum de la classe, quoi. Mais il a fallu attendre quand même pas mal de temps. Donc je vais reprendre un peu, je fais une petite liste, histoire d'essayer d'avoir ça dans un ordre plus ou moins régulier. Donc le premier ampli sérieux, entre guillemets, que j'ai eu, c'était donc le Sono SL160, qui était déjà un ampli américain, donc il avait un méga transfo pour le faire passer en voltage français. Alors je vous raconte pas le souffle que ça avait, et en plus c'était un 60 watts de mémoire, et il fallait le pousser à mort, et
il crunchait vite fait quoi. Donc j'avais acheté ça en pensant avoir un peu de violence et tout, et en fait pas du tout. Ce qui m'a valu l'achat de ma première pédale, la fameuse Metal Zone des familles, l'usine à miel, la bonne ruche à abeilles, bien bzz, 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 bzz. Parce qu'évidemment le concept de mettre des choses dans les boucles d'effet, ça c'est quelque chose de très récent. Là je vous parle des hommes de Cro-Magnon, brancher pédale, brancher guitare, faire du bruit. S'il y a du souffle, c'est qu'il y a du gain, s'il y a du gain, c'est qu'il y a de la vie. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Voilà. Bon, on partait de loin quand même. Donc voilà à quoi j'en étais réduit entre guillemets. Après je suis passé sur une marque qui existe encore de nos jours et qui fait plein de super amplis pour des petits budgets. Alors c'est sûr que c'est pas le summum, mais franchement je trouve que c'est plus qu'honnête quand on voit des amplis de grosses marques qui sonnent pas toujours aussi bien. Donc c'était Bugera, j'avais un combo Bugera 333 qui était très bien et pour le coup qui avait vraiment un canal saturé très correct et de la lampe. Voilà, c'était aussi le début de la lampe. Après, je suis passé un petit peu chez Jet City parce que c'était aussi un peu le truc hype de l'époque. C'était un HDM 100 de mémoire. C'est pareil, ça avait un peu plus de caractère déjà, mais la disto était un peu limitée à mon goût. Et vu que j'ai jamais été très fan des pédales, bon, ça a été assez rédhibitoire. Je l'ai gardé, mais c'était compliqué pour moi de jouer en groupe parce que j'étais obligé d'ajouter plein d'effets. Vu que j'étais pas doué pour les réglages, ce qui est toujours le cas, voilà, c'était un peu plus embêtant. Après, j'ai eu mon premier ampli custom. Mon premier ampli d'une marque française, d'ailleurs si Gérard, tu nous écoutes, je sais jamais si c'est Gérard ou Gérald, donc je vais me faire taper sur les doigts, mais de Nos, donc une super marque française, franchement, il reste encore aujourd'hui dans mon top 3, top 4, mais le problème, entre guillemets, c'est que il avait été désigné designé pardon, sur mesure par un autre client. J'avais acheté d'occasion évidemment. Donc à chaque fois c'est aussi question de budget. Hein. Donc vous imaginez qu'à 17 ans, jusqu'après les premières années de ma vingtaine, bah comme tout le monde on a pas de thunes. Donc c'est évidemment, j'aime beaucoup acheter des trucs d'occasion. Puis voilà. Donc on a été sur un OS tout en EL34, donc là par contre ça a envoyé le bois. J'aimais vraiment, sauf que je pense que le gars qui l'avait fait construire, il avait demandé une disto un peu particulière, donc là on était vraiment sur un peu la version française du Soldano, le slow 100 mythique, voilà. Donc j'aimais beaucoup, après c'était très fort, j'avais pas encore vraiment d'atténuateur à l'époque, donc je m'en servais mal. Je pense que si j'avais cet ampli là maintenant, ça aurait aussi plus d'intérêt. J'ai craqué aussi une journée en allant faire un concert en Belgique et j'ai flashé sur le matos d'un autre Zigos et je lui ai racheté donc un stack entier Krankenstein à signature Dimebag Darrell. Il était customisé avec un snakeskin blanc, il était magnifique. Donc, vous voyez déjà on progresse un petit peu dans les lampes etc. Après, je suis passé sur ce qui était mon Graal, vraiment à l'époque, je ne jurais que par ça, par le VH 5150 blanc, donc la tête 50 watts full lampe, qui était super, franchement les trois canaux étaient vraiment très cool. Le seul problème c'est que ça soufflait, mais un truc de gros dingo quoi. Donc c'était assez peu utilisable finalement, c'était un peu compliqué. Après, j'ai eu, alors là, tous les 3 mois je changeais d'ampli, on a commencé à partir dans les trucs où la collectionnite était à son max. Donc là j'ai eu du Mezza Boogie, le single rectifier, la mini head quoi. J'ai eu toute une tripotée de Bogner. Donc là par contre la qualité était vraiment là. J'ai eu un alchimiste qui mangeait pas de pain, qui était très, très sympa, même s'il fallait un petit peu l'apprivoiser. C'est un ampli qui est fort décrié, mais en fait il est vraiment, vraiment chouette. Si vous avez vraiment pas beaucoup de thunes et que vous voulez un ampli un peu polyvalent, ça a tendance à être pas très fiable et à tomber en panne hein, quand même. Mais quand ça fonctionne, franchement, c'est vraiment cool et un bon côté vintage. Après j'ai eu un Bogner Shiva, donc là c'était vraiment le top, surtout le clean, il était merveilleux. Mais la disto me correspondait pas beaucoup. Après, j'ai encore pété un fuse vers une petite pépite exotique. Je suis allé chercher un ampli PRS, mais c'était un Paul's Amp, qui a donc pour Paul Red Smith évidemment, qui était fait sur mesure. C'était exactement comme sur les customs, avec un flammage de ouf sur la façade et tout. Et là c'est pareil, le clean magnifique, le crunch était très beau mais très vintage, et pas assez de gain, pas assez de disto pour moi, et comme j'aimais pas trop rajouter des pédales, je m'en suis séparé aussi. Alors après, la tripotée de Marshall, évidemment. Un qui est dans mon top 3, c'est le Joe Satriani, le JVM 410, Joe Satriani signature. On le voit pas beaucoup en France, mais c'est une tuerie. Il y a même un des Canal Crunch qui est basé sur le Appetite for Destruction de Slash.
Donc ça me correspondait vraiment. Et les deux canaux libres, parce que c'est un 4 canal, étaient vraiment... Et là, il y avait du gain, la disto, on pouvait bien régler et tout. Beaucoup de réglages. C'est un de mes amplis que j'ai préféré. Ça, j'ai eu un Plexi de fin des années 80. Qui était une dinguerie, même, là c'était le son Led Zeppelin in a box, quoi. C'était vraiment incroyable. Il était chouette, par contre il fallait beaucoup le pousser. Là j'étais content d'avoir des atténuateurs et d'avoir compris un peu les trucs de boucle d'effet et tout, donc j'utilise, et je l'ai encore d'ailleurs, un Torpedo Reload pour tout ce qui est ampli, pour pouvoir un peu les pousser. Et en fait voilà, on arrive aux contraintes. Les contraintes pour moi ça a été toujours de trouver... J'ai toujours voulu un clean, même si c'est pas mon jeu principal. J'aime avoir un clean cristallin rond avec de la personnalité, pouvoir aussi le bluesifier quand on en a envie. Le crunch, généralement, je m'en sers moyennement, c'est pas vraiment un critère pour moi, mais encore une fois, c'est mes goûts à moi. Et évidemment, un canal lead disto avec beaucoup de gains, mais avec beaucoup de dynamique, beaucoup de bas médium, parce qu'évidemment, étant fan de Pantera, de Heavy, etc., il me faut quelque chose qui grogne, mais qui ait aussi pas mal de fréquences niveau, aussi, et qu'on ait quand même des aigus, que ce soit pas noyé sous les basses, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines marques d'ampli où je suis moins fan, genre Orange, etc. Après, c'est des goûts personnels, hein, tous les goûts sont la nature, vous pouvez m'insulter en commentaire. Et donc, ma quête, hein, et j'en étais resté un petit peu là, c'est que j'avais aussi un Black Star James Nichols, qui était très bien, mais uniquement typé blues, et un peu heavy, hard, mais il était un peu limité quand même pour vraiment le métal, quoi. Donc j'ai continué comme ça ma quête à toujours, et en fait c'était toujours le problème, c'est que c'était toujours des compromis. Soit le clean était fantastique et du coup la disto était pas ouf, ou la disto était ouf mais les cleans n'étaient pas incroyables, ou alors il fallait pousser tout à fond, c'était chiant, et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me correspondait vraiment. Je trouvais quelque chose qui s'en approchait, je pense notamment au Satriani, etc. Et j'ai toujours été à la recherche d'un ampli, l'ampli ultime. Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Un peu comme tout le monde, on a vraiment une idée du son dans notre tête et faut arriver à le trouver dans la vraie vie. C'est ça le plus compliqué. Et évidemment, des fois on se fourvoie, on se fait des fausses idées. Peut-être que si je retrouverais du matos que j'avais eu dans le temps, peut-être maintenant que je suis un petit peu plus doué, j'ai un peu moins de moufle pour faire les réglages, etc., ce serait mieux. Mais bon, vous savez comment c'est. Donc là, je vous ai fait une grosse intro de je sais pas combien de temps pour en arriver à ce point-là. C'est qu'il n'y a pas longtemps, donc vous l'avez vu, d'ailleurs je vous remercie pour vos retours sur cette vidéo. J'ai eu la chance d'aller au salon PALF à Paris et de rencontrer encore plein d'artisans super cool. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, c'est de trouver les petites pépites, les artisans qui font ça, qui ont leur petite idée de ce qu'ils veulent faire, qui creusent cette idée jusqu'au bout et qui proposent des produits qui ressemblent pas à d'autres. Et justement, ça va être mon défi aujourd'hui, c'est d'arriver à vous parler de ce qui a fait que je suis tombé complètement fou amoureux de cet ampli, et en même temps j'arrive pas à mettre des étiquettes dessus, et en France je sais qu'on aime bien mettre des petites étiquettes partout, moi le premier, donc voilà, je vais vous parler plus en émotion plutôt qu'avec des marques, ce qui est pas plus mal, parce que en fait j'avais lu plusieurs trucs, évidemment, on est toujours en train de regarder sur les sites, sur les groupes, etc. Et en fait, je crois que c'était Gale, on va dire que j'ai un petit c'était Gale, mais tant pis, écoute, c'est quelque chose qui m'a parlé, qui disait celui-là, il y a de la musique dedans, en parlant d'une gratte. En fait, c'est ça. C'est que j'ai toujours eu plein de matos, j'ai toujours eu besoin, entre guillemets, même si on n'a jamais besoin, c'est pas vrai. C'est des conneries qu'on se raconte, mais bon, vous savez. On arrive à se convaincre qu'il nous faut plein de matos et que le matos nous fait mieux jouer. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut trouver le matos qui te correspond, qui arrive à retranscrire ce que tu as dans ta tête, et surtout qui te donne envie de jouer et de faire de la musique. Alors ça, pour moi, c'était un truc, c'est un peu la licorne, tu vois. Tu sais que c'est ça, vers ça où tu dois tendre, mais je suis désolé, je dois sûrement parler un peu du nez vu que j'ai encore la crève, mais je fais de mon mieux. On doit tendre vers quelque chose qui nous donne surtout envie de jouer, qui nous donne pas envie, qui nous fait pas passer des heures en réglage. Donc évidemment, côté plug and play, c'était aussi un de mes critères pour moi. Et donc quand je suis allé sur le salon PALF, j'ai essayé les Invaders, et j'ai essayé... j'ai pas essayé, j'ai rencontré David Denzo, qui m'a fait la démonstration des amplis AMS. Et là... Bah de toute façon je vous l'ai dit, vous savez que je suis toujours très honnête dans mes reviews, et que de toute façon j'ai pas de contrat, j'ai pas de signature, donc je ne suis tenu à rien. Et le meilleur son du salon pour moi, ça a été les guitares d'Enzo sur l'ampli AMS. Donc il m'a présenté plusieurs amplis de la gamme, mais surtout la grosse claque c'était le Revenge pour moi, qui est leur ampli high gain de ouf. Et quand j'ai entendu ça, ben
toutes les références, tout ce dont j'avais envie, tout ce que je pouvais rêver dans un ampli, bah il était là, il était devant moi. C'était le fameux 3 canaux, le Revenge 50, et sa déclinaison en 2 canaux, donc le Revenge 50S. Et ça a vraiment été une dynamique. Je pense aussi que ça marche bien avec les guitares d'Enzo. Je pense qu'ils ont aussi la même vision de la musique et de la musicalité en tout cas. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le clean qui me parlait, le clean avec un fat switch et un bright switch qui te permettent d'aller dans les situations où tu veux, aller faire du blues, aller faire quelque chose de plus lent, de plus vintage quand t'en as envie, avec juste un petit switch. Et après, avoir si besoin un canal crunch, qui là est déjà assez fort dynamique, avec une belle course aussi bien au niveau du gain, avec les réglages, etc. C'est déjà quelque chose qui me parlait. Alors là, quand il est passé au canal distorsion, qui est quand même bon, mon fond de commerce, hein, on va pas se mentir, là j'ai pris vraiment, vraiment la claque. C'est que j'avais du bas médium, j'avais toutes les fréquences, j'avais des bonnes basses qui étaient présentes, mais qui étouffaient pas le reste. J'avais des aigus pas criards, mais moi qui suis un fou des harmoniques artificielles, je pense que vous l'avez remarqué, et même souvent à outrance, je suis le premier à le reconnaître. On n'est pas fan de Zakk Wylde pour rien. Et, excusez-moi. Et d'avoir des aigus comme ça, pouvoir faire siffler ses notes, etc., sans que ce soit super criard, sans que ça te pète les oreilles. Et surtout, le truc dingue, c'est qu'en fait, bon bah du coup on est arrivé au point que j'ai une tête Revenge 50 derrière moi que Benjamin d'AMS a eu la gentillesse de me prêter. Et depuis que je l'ai, je n'ai pas mis une seule pédale dessus. Je n'ai pas mis un seul atténuateur dessus. Et j'ai même pas encore mis de noise gate. Sachant que en fait la Revenge 50 chez eux, tu as l'option d'un noise gate intégré si tu veux. La tête qui m'a prêté en bénéficiait pas. Pour tout vous dire, je suis tellement tombé amoureux qu'on est en train de réfléchir à m'en faire un sur mesure à mes goûts. Donc après, de toute façon, c'est son circuit classique et c'est juste une question d'option et d'esthétique. Hein. Sinon, on aura tous la même si vous en prenez une, vous aurez le même son. Et après, vous avez le choix des lampes, etc. À voir, à discuter avec Benjamin, évidemment. Et j'ai vraiment flashé déjà juste sans les essayer au salon, et après, donc je me suis déplacé directement à l'atelier de Benjamin, donc en Belgique, à côté de Liège, et il m'a reçu pendant une bonne demi-journée, et j'ai pu essayer les amplis, il a pu me parler de la marque et tout. Alors on va faire un petit peu à l'envers, parce qu'aujourd'hui on parle que de cet ampli-là, parce que c'est vraiment THE découverte pour moi, et la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, vous aurez un format interview, où il a bien voulu nous parler de sa marque, de ses modèles, des projets pour 2025, et de ses rencontres de ouf, parce que bon, le mec est quand même en train de faire un ampli signature pour Rob Chapman, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous allez voir, franchement, suivez l'interview, il m'a donné plein d'exclus, vous allez voir carrément le prototype de l'ampli et tout. C'est ça aussi qui est chouette, c'est des rencontres en fait. J'aime bien les marques, j'aime bien le matos, mais alors rencontrer les gens derrière, et quand ça a le bonheur de matcher comme ça, bah finalement c'est même pas un ampli que t'achètes, tu vois, c'est un peu la philosophie du truc. Et si en plus le gars derrière, la philosophie du gars te plaît, bah enfin c'est banco, tu vois. J'ai pas peur de le dire, je lui ai envoyé un message quand je suis revenu avec la petite tête là derrière. Je lui ai dit bah en fait j'ai plus envie de jouer que là-dessus quoi. Et je me suis surpris, vous savez bien quand vous gratouillez un peu devant votre PC, bah moi j'ai la mauvaise sûrement habitude de jouer avec souvent quasiment que des plugins. Et après c'est aussi la simplicité, t'as juste à brancher et tu joues quoi. Et ben je me suis surpris à brancher, à mettre mon plugin et me faire ouais non, en fait je commence à en avoir marre des plugins, et j'ai débranché mon plugin et j'ai branché l'ampli derrière et j'ai joué comme ça, et le son était 10 fois mieux. J'ai joué du coup 2 fois plus que ce que je joue d'habitude, et en fait bah voilà, il est là, le but, le endgame, c'est vraiment ça, c'est que ça m'a donné envie de jouer, ça m'a fait plaisir, le son est flatteur, mais pas dans le mauvais sens du terme, où il cache tes erreurs. Il y a plein de trucs qui pardonnent pas et tout, et c'est ça aussi qu'il faut pour pouvoir progresser. Et surtout, il te donne envie de faire de la musique, de jouer et tout. Donc, bah voilà, je suis amoureux, je crois que ça s'entend. Encore merci du coup à Benjamin de me l'avoir prêté, juste pour que je me fasse une idée, parce que pareil, il est dans un truc où il démarre des projets d'une page blanche, il se base pas, c'est pas des copies de circuits existants et tout. Il prend une page blanche, il sait où il veut aller, il a suffisamment d'expérience et de recherche et développement pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il lui faut comme composant pour aller dans le domaine où il veut aller. Après,
je vais mettre tout de suite l'éléphant dans la pièce. Oui, c'est de l'artisanat. Donc, ça a un prix. On est en France. Je peux vous dire que ça va faire un an que j'ai créé ma boîte. J'étais fan des histoires de vampires, mais je connaissais pas encore les plus grands, genre l'Urssaf, tu vois. C'est vraiment un truc de dingo. Il faut savoir, et en plus lui il est en Belgique, les taxes sont encore pires. Pour vous faire une idée, un Revenge 3 canaux, donc la tête 3 canaux, il y a plus de 1500 € de composants dedans. Donc on est sur une tête à 2500, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il lui reste déjà plus que 1000 balles après juste les composants. Après, cette tête-là, pour en créer une, il lui faut au moins 3 jours de main d'œuvre entière. Donc vous allez voir n'importe quel artisan, je sais pas, un plombier, un charpentier, ce que vous voulez, et vous comptez 3 journées entières de main d'œuvre pour un artisan qualifié. Vous allez déjà voir combien ça vous fait. Vous avez sûrement déjà fait des travaux chez vous, même chez le garagiste ou je sais pas quoi. Ben, imaginez-vous 3 jours complets à bosser sur un seul truc. Donc ça vous donne déjà une idée du coût. Et après, donc les charges, le loyer de son atelier, etc. Plus, si vous l'achetez dans un magasin et pas à lui directement, la part des intermédiaires. C'est juste pour vous donner une idée de comment fonctionne l'artisanat et l'entrepreneuriat en France et en Belgique. Enfin, clairement, on est un peu maso hein, dans nos têtes. Mais imaginez-vous, parce qu'on voit souvent un prix, et on se dit, oh, putain, c'est abusé, 2500 balles pour une tête et tout. Il faut remettre dans son contexte, il faut vous dire que vous achetez à quelqu'un qui a déjà avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, quelqu'un qui va le faire à votre goût. Surtout, vous allez avoir un vrai service après-vente. Quand on est sur des bestioles comme ça à 2-3 000 balles, sachant qu'il a aussi des combos à 1000 €, hein, il y en a aussi pour plusieurs types de bourses, hein, évidemment. Mais dites-vous, quand vous achetez ça, déjà, vous contribuez à des gars qui habitent près de chez vous. Pas des gars qui payent des gamins un salaire misérable pour faire je sais pas quoi. Hein. Moi, je suis pas là pour vous faire la morale. Hein. Je suis le premier. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais eu du Bouguera, etc. J'imagine que les conditions sont pas non plus incroyables et que les composants sont pas dingos. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et quand on peut se le permettre, j'en discutais avec quelqu'un sur YouTube il y a pas longtemps qui me disait ouais, après avoir une gratte à 2000 balles. Après, tu vois, c'est le même plaisir que d'avoir. Tu peux avoir un Dacia Duster qui va t'emmener du point A au point B. Il va t'y emmener, tu vas avoir un confort relatif et tout, et ça va très bien se passer. Et si tu as la possibilité de te le faire, si c'est quelque chose qui t'intéresse et dans quoi tu veux investir, quelque chose qui, même pas forcément besoin d'être ton métier, ou tu veux te faire plaisir, je sais pas, t'achètes une Maserati, une Corvette, je sais pas quoi. Ça va t'emmener au même endroit, mais voilà, le confort, le plaisir sera pas le même. Après, je conçois tout à fait, et puis déjà, on n'a pas toutes nos mêmes priorités, on n'a pas tous les moyens de pouvoir le faire, ça c'est une certitude, je suis pas en train de vous dire, il faut absolument que vous achetez ça, si, faites-le. Mais voilà, il faut replacer toujours les choses dans leur contexte. C'est un prix, mais derrière vous avez de l'artisanat, vous avez du fait main, vous avez quelqu'un à qui causer et qui va pouvoir suivre votre ampli, lui faire sa petite révision et tout, et pas vous envoyer chier dès qu'il y a un problème. Ça aussi, de nos jours, c'est des trucs qu'on sous-estime un petit peu. Et le jour où il y a une merde, on est bien content de l'avoir fait. Et puis c'est aussi soutenir la scène locale, soutenir des gars qui en veulent et qui nous représentent aussi à l'étranger. Quand je vois que le gars il arrive à convaincre Rob Chapman de lui faire un ampli, voilà, c'est pas Joel Clodo, tu vois. Donc voilà, ça aussi ça m'a séduit la démarche et tout, et on a tout de suite bien accroché là-dessus. Donc on sait pas ce que la suite nous donnera, mais en tout cas j'avais envie de vous parler de cette découverte. Je pense que j'ai déjà suffisamment parlé. Maintenant il va falloir que... donc j'ai mis le Revenge 50. Encore une fois c'est la version sans noise gate. Maintenant il m'a dit que pratiquement toutes les têtes l'auront, parce que c'est vrai que pour du high gain c'est quand même mieux. Vous allez voir, il y a un peu de tout souffle, mais c'est pas pour avoir eu des EVH etc. On est quand même loin de ça. Et ce que j'aime bien, c'est que la dynamique est ouf. Ce que j'avais oublié aussi en utilisant beaucoup de plugins, c'est que chaque guitare dessus a vraiment une personnalité différente, et ok, nécessite peut-être un peu de réglage selon les trucs, mais c'est aussi, ça te permet de redécouvrir tes grattes et de voir qu'en fait t'as un couteau suisse chez toi avec toutes tes grattes et que tu l'avais presque oublié, parce que c'est vrai que bah vous m'avez aussi déjà fait le reproche, ce que je comprends tout à fait, sur certaines de mes vidéos. Le problème c'est que quand on joue sur un plugin, bah tout a un petit peu tendance à sonner à peu près de la même façon. Donc ça laisse un peu moins de place à ce qu'on entend vraiment, et ce qui peut aussi entraîner quelques déceptions quand tu rentres chez toi avec le truc où tu l'as acheté. Tu fais « Ah bah ça sonnait pas pareil ». Bah c'est vrai que dans la chaîne du son, il y a tellement de choses importantes que c'est un petit peu aussi parfois difficile à retranscrire. Donc là, je vais juste vous mettre un petit SM57 devant un baffle, donc c'est un David Laboga 2x12 avec des Mamzer. Et la tête, donc là c'est un Revenge 50S, donc un 2 canaux,
sans le silencer, mais il y a quand même un fat switch, une reverb intégrée, et le bright switch que je laisse toujours activé parce que je trouve que ça donne quand même une belle clarté à un son clean. Et je vais essayer de vous mettre plusieurs guitares, je vous mettrai un petit ajout pour vous dire quelle est la config en jeu. Et voilà, donc là c'est moi j'avais craqué sur la 3 canaux, donc la Revenge 50 classique. Et là c'est la version S, donc un peu plus petite, et à 2 canaux, le clean super cool, et le lead, disto, etc. qui est vraiment une tuerie. Donc je vais vous laisser avec la partie test. On se retrouve donc dans quelques semaines, déjà pour la vidéo du concours, où le gagnant va venir chercher la petite Ibanez Prestige qu'il a gagné, donc c'est Ludo qui a gagné. J'ai mis quelques trucs sur le réseau, mais voilà. Et la semaine d'après, il y aura l'interview de Benjamin à son atelier et un peu de test, même si le test n'est pas vraiment très représentatif parce qu'on l'a pris au téléphone, etc. Donc le son évidemment est moins représentatif que de ce que je vais vous faire là, ou en tout cas ce que je vais tenter de vous faire. Merci pour votre attention, allez donner la force à Benjamin sur les réseaux. AMS, franchement, c'est vraiment une boîte qui mérite, et je suis vraiment très content, c'était une de mes belles rencontres de 2024. Lui et puis David Denzo que je vais bientôt aller voir, et donc vous aurez aussi bientôt une nouvelle vidéo. Mais c'est eux qui m'ont présenté la marque, et voilà, je suis vraiment tombé sous le charme. Je pense que maintenant vous avez compris un peu mon cheminement avec tout ce que j'ai déjà lu par le passé, ce qui a fait que pour moi ça c'est différent et ça mérite le budget de s'y consacrer. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, on passe sur la partie test.